Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast avec Zerus sur un des podcasts précédents, parce que je ne sais pas forcément dans quel ordre ils vont sortir, mais dans un des podcasts précédents, on a parlé des 7 étapes par lesquelles il faut passer quand on est solopreneur, quand on a son entreprise, et sur lesquelles il faut focaliser son temps, son énergie, parce que ce sont les étapes qui apportent, ce sont les actions qui ont le plus de valeur ajoutée. Et donc, dans ces 7 étapes, c'était une hiérarchie d'étapes. On avait en dernière étape l'étape déléguée, et on était en train de vous partager dessus que sur le fait de déléguer des tâches, on voyait énormément d'erreurs de la part des entrepreneurs qui veulent déléguer des tâches pour gagner du temps et qui malheureusement le font pas de la bonne façon et ce qui implique énormément de problèmes. Donc, j'ai freiné Xerus sur le sujet parce qu'il allait partager dessus sur le podcast précédent et on s'est dit que c'était mieux d'avoir un podcast, ou en tout cas un sujet, ouais, un podcast scindé sur ça, où on peut faire un épisode dessus parce que c'est un gros sujet, c'est un sujet qui est énormément important, qui peut apporter beaucoup de valeur à ton entreprise si tu l'écoutes. Donc, si tu te rends compte que déléguer, c'est important pour toi, que tu devrais le faire, mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, ou que tu délègues déjà, mais que ça se passe pas comme tu veux, ce dont on va parler aujourd'hui va sûrement beaucoup, beaucoup t'intéresser. Donc, ce que je te propose, Zéus, c'est de repartir sur ce que t'expliquais. Donc, là où je t'ai arrêté, je t'ai coupé, on était à la notion où tu vois beaucoup de gens qui font du micromanagement et qui se délestent plutôt que de vraiment bien déléguer. Euh, je sais pas comment tu as prévu de présenter ça, mais peut-être tu peux faire déjà aussi un mot sur ce que tu vois chez la plupart des entreprises que l'on voit ou nos clients, de comment ils délèguent ou de pourquoi ils délèguent pas, le problème que ça a pour eux, et ensuite on leur apportera des solutions. Yes. En fait, tu sais quoi? J'aimerais te poser la question sur quelles étaient tes croyances ou tes manières de voir la délégation avant et ce que tu m'as dit que ça avait changé pour toi Ok? euh, quand je t'ai apporté une autre perspective. Ouais, Comme ça, on peut commencer par ça. ok. Pour moi, euh, ce qui était hyper important pour déléguer, c'était de cadrer énormément le processus. C'est-à-dire que pour moi, et cette pensée que j'avais là, elle vient de mauvais vécus que j'ai eu dans la manière dont je déléguais au début, qui était, au début, c'était, il y a une tâche que j'aime pas ou que je ne sais pas faire, je prends quelqu'un qui le fait et je ne m'en occupe pas. Donc vraiment, je déleste, qui était un côté du spectre. Je m'en occupe pas, je déleste, je laisse la personne faire. Le problème quand on fait ça, c'est que, bah, comme je maîtrise pas le sujet, potentiellement la personne, elle fait rien, potentiellement elle fait des choses qui n'ont pas de valeur ou qui marchent pas, et du coup, je paye quelqu'un pour me résoudre un problème, et soit ce problème, il n'est pas forcément résolu, soit il pourrait être résolu de manière beaucoup plus optimale si j'avais les KPI, les métriques et que je savais le surveiller, ou alors je peux vraiment me faire arnaquer sur le, la valeur que ça a, parce que comme je sais pas le faire, je sais pas ce que ça vaut. Donc ça, c'était moi bien, bien, bien avant. Ensuite, suite à ça, pour régler ce problème, avant que tu me fasses changer d'avis sur le sujet, j'avais réglé le problème par la dictature. On va appeler ça la dictature. C'est-à-dire, j'apprends à maîtriser la chose, je crée un process ultra millimétré, et en fait, j'embauche des gens qui vont suivre mon process ultra millimétré. Voici comment il faut faire, voici ce que je veux, je te demande pas de réfléchir. En fait, je demandais aux gens d'être des robots, de, d'être des robots, tout simplement. Voilà, il y avait une liste des tâches, tu suis la liste des tâches, et ça me donnait aussi une justification pour les sous-payer, parce que du coup, vu que j'amène moi la valeur et la réflexion, bah, ils n'ont pas de valeur ajoutée, ils ont juste à faire. Et vraiment, ça rend les gens des robots. Le problème de ça, bah, c'est que il faut tout le temps surveiller, en fait. Il faut tout le temps surveiller, tout le temps surveiller, tout le temps surveiller, et ça devient épuisant parce que forcément, il n'y a plus aucune âme dans l'activité. Et je vais te laisser après développer sur ça, mais je vais expliquer ce que moi, comment j'ai perçu le changement, et comme ça tu développeras, parce que je suis peut-être pas encore hyper bien au clair sur la meilleure manière de le faire, et je vois bien que là-dessus, tu vas pouvoir nous avancer là-dessus, mais je me suis rendu compte, dans la manière dont un jour tu parlais à nos clients de ça, que, que pour toi, l'objectif, c'était pas de tout cadrer, c'était pas d'avoir des process hyper précis, et c'était pas, en fait, le but, c'était pas de mettre des robots à la place des humains. Mais c'était plutôt de non pas donner aux gens un process à suivre, mais plutôt de donner un résultat, une attente sur le résultat, et de laisser de la liberté à la personne sur la manière de le faire. Et de dire, voilà, moi j'ai besoin de ça, je veux ce truc-là. Ce truc-là, moi je l'ai déjà fait et je sais ce que moi je suis capable de faire pour arriver à ce truc-là. Je sais aussi combien je suis prêt à payer pour avoir ça, je sais combien ça vaut. Et du coup, fais et apporte-moi ce truc-là. Et du coup, ce que tu m'as apporté, c'est en me disant, quand on a des A players à cet endroit-là,
bah, les A players, ils vont avoir leur façon de faire qui est peut-être différente de nous, mais tant qu'ils amènent au résultat, bah, en fait, en leur imposant pas notre manière de faire, on les dégoûte pas. Et en laissant leur créativité, ils peuvent même être beaucoup, bah, ils peuvent même enfin, ils peuvent même être meilleurs, c'est dur à dire, que nous, et voire même ils doivent être meilleurs que nous si c'est des A players. Euh, et ils le seront pas si on les bride et si on leur demande de faire comme nous. Si on leur demande de faire comme nous, ils vont juste faire moins bien que nous. Si on leur demande de faire comme eux, ils veulent, ils peuvent faire mieux que nous si c'est des A players. Et ça, c'était hyper intéressant. Euh, je réfléchis s'il y avait un autre truc que je voulais ajouter avant que tu rebondisses dessus. Mais non, je crois que c'est vraiment cette notion-là de on les laisse faire et ils feront mieux que nous. Et ouais, vas-y, je te laisse rebondir dessus du coup. Ouais, en fait, merci pour ton partage. Je pense que ça explique, en fait, enfin, ça peut permettre aux gens qui nous écoutent de raisonner, puisque je pense que beaucoup de gens sont dans la manière dont tu pensais avant, tu vois. Et donc, je pense que ça a de la valeur pour eux que, de voir comment tu pensais. Puisque si je leur apporte juste la solution, ça peut-être moins raisonner, euh, puisqu'ils sont pas, peut-être pas conscients de la problématique, tu vois. Ouais, Donc, merci. En fait, pour moi, il y a trois types de management. Alors, si tu prends, enfin, par exemple, genre quand j'étais en école de commerce, j'ai appris qu'il y avait beaucoup plus de types de management, mais genre, il y a le management délégatif, il y a le management participatif, le management autoritaire, enfin, il y en a plein. Mais moi, si je résume, genre, si je prends ma carte du monde par rapport à ce que j'ai vu concrètement, ce qui se passe dans des entreprises qui performent, et également, je me considère comme un A player, donc quelle est la manière dont j'aimerais être managé, et également, quelle est la manière dont je manage les A players, et quelle est la manière dont je manage des B players, des C players, qu'est-ce qui, également, genre, ce que je vais partager, c'est en fonction de qu'est-ce que j'ai vu qui fait d'un A player naturellement, qu'est-ce qu'il fait devenir C player, tu vois, ou qu'est-ce qui fait qu'un C player va devenir A player. Donc tout ça, en fait, c'est tiré de mon expérience de management, tu vois. Alors, je suis pas un professionnel du management, mais il y a quand même quelques clés que je peux partager. Déjà, la différence entre si on prend juste la définition, un A player, c'est quoi? Un C player, c'est quoi? Un B player, c'est quoi, tu vois? Genre, ouais, si on part de la base, pour moi, un A player, c'est une personne qui va être leader dans ton organisation, qui va apporter des idées, exécuter ces idées sous la forme qu'il veut, mais qui va obtenir le résultat que toi, t'attends en tant que chef d'entreprise. Un B player, c'est quelqu'un qui va plus être euh, réactif aux propositions d'idées, mais qui va quand même bien les exécuter et atteindre le résultat, mais c'est pas quelqu'un qui arrive avec des idées et des projets. Un C-player, c'est juste pour moi un exécutant, ce que j'appelle un presse-bouton, quelqu'un qui ne va pas utiliser son cerveau, qui est remplaçable et qui fait des tâches à faible valeur ajoutée. En gros, aujourd'hui, dans ma vision, une entreprise a besoin de tout, de A-player, de B-player et de C-player, parce qu'ils vont travailler ensemble pour faire avancer les projets. Puisque dans un projet, il y a forcément besoin de certaines tâches de C-player. Donc c'est OK d'en avoir. On ne peut pas avoir une team que de A-player. Par contre, on peut avoir une team managériale que de A-player, par exemple. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment sur la définition de ce que je pense qu'est un A-player, B-player, C-player. Ensuite, du coup, comme je disais au tout début, il y a trois types de management. Il y a premièrement le management par l'abdication, genre j'abandonne toutes les responsabilités et je ne veux même pas savoir ce que je délègue, la personne s'en charge et je prends pas de ses nouvelles et tu sais quoi, genre je m'en fous, je m'intéresse pas à ce que tu fais, tu vois. Donc là, la limite de ce type de management, c'est que tu, tu délègues la responsabilité et tu ne contrôles même pas, enfin, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, tu vois. Donc forcément, quand tu délègues la responsabilité d'une tâche 100% sans regarder, genre si elle est, sans regarder, sans avoir de KPI clair, de vision claire sur ce qui doit être réalisé, t'as ouais. au- c'est réalisé n'importe comment. Enfin, tu Tout ce sais même pas qu'on en fait. tout ce qu'on ne mesure pas ne progresse pas, quoi. Ouais, exactement.
Le deuxième type de management, de délégation, disons, c'est ce que tu disais, c'est le fait de déléguer comme des robots. Donc, ça marche très bien pour certaines boîtes. Ça marche très bien. Tu prends McDonald's, tout est millimétré, tout est carré. Euh, Tu prends toutes les franchises, tu as besoin de ce type de délégation. Tu as besoin de déléguer comme un robot puisque tu veux avoir des process qui te produisent tout le temps la même qualité et que tu es sûr, et que tu sur un type d'entreprise qui ne demande pas de réfléchir, tu vois, Ouais, entre guillemets. Genre, c'est beaucoup de l'exécution. Donc, c'est du presse-bouton et tu as besoin de surveiller, effectivement, dans ce type de délégation, tu as besoin de surveiller que les actions sont bien faites puisque tu sais que chaque action va amener au résultat que tu veux. Et du coup, dans les entreprises en ligne, je pense que le management enfin, la délégation par l'abdication et la délégation par la robotisation ne fonctionne pas vraiment pour les A-players. Puisque si on prend un A-player et qu'on lui dit quoi faire et la manière dont ça doit être fait, il n'a plus aucune valeur à t'apporter en fait. ouais, Ça, tu le manages comme si c'était un C-player, tu vois. Donc forcément, il va pas innover, il va pas être force de proposition. Et s'il innove pas et qu'il n'est pas force de proposition, enfin, de manière très logique, genre, ça n'est pas un player, tu vois. Donc tu l'empêches de briller. Du coup, aujourd'hui, ma vision sur la délégation, c'est que il faut créer le terreau qui va qui va révéler les A-players, qui va révéler le génie des gens, tu vois. Ton job en tant que chef d'entreprise, c'est de créer l'environnement pour que les gens puissent briller et exprimer leur génie. Donc, mais pour ça, genre, ils ont besoin de quoi, les players? Ils ont besoin de direction. Où va l'entreprise? Quelle est la mission? ouais, Ils ont besoin d'objectifs. Genre, voici les différents objectifs qu'on veut atteindre pour atteindre la vision de l'entreprise. Mais ensuite, sur la manière de l'atteindre, tu sais quoi? Si je t'ai recruté, c'est parce que je pense que tu vas, que t'es la bonne personne pour apporter, pour nous dire quelle est la meilleure manière d'atteindre cet objectif. Et en fait, la personne a la liberté de créer des projets, des sous-projets, des tâches, et même limite de définir les indicateurs de performance qui vont nous dire si on est dans la bonne direction pour atteindre la vision de l'entreprise. Donc, en fait, ils ont toute la direction, ils ont juste la direction, et tout le reste, en fait, c'est libre sur la manière d'atteindre l'objectif. Et ça permet aux gens de s'exprimer, ça permet aux gens de briller, ça motive les A-players. Et en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui délèguent de la mauvaise manière et en fait, qui s'étonnent d'avoir des équipes qui sont sous-performantes, qui sont pas motivées, qui sont voilà, qui performent pas comme l'entrepreneur voudrait. Mais déjà de base, l'entrepreneur n'est pas au clair sur la vision et sur les KPI à atteindre. ouais, Donc comment est-ce que tu veux créer le terreau pour créer un player? Tu ne le crées pas en fait. Tu vois. Et si on se pose la question si l'entrepreneur se pose la question de moi, comment est-ce que j'aimerais être managé? Est-ce que j'ai envie d'être managé en ayant quelqu'un sur le dos qui contrôle tout ce que je fais? Est-ce que c'est comme ça que je suis performant? La réalité, c'est que beaucoup de gens vont te dire en vrai, non, genre, ça me motive pas d'avoir quelqu'un sur le dos. Alors pourquoi est-ce que tu le fais, tu vois? ouais, ouais. Très souvent, ce qu'on a envie, c'est au démarrage un cadre de je viens d'être embauché, j'ai envie de bien faire mon travail. Donc, montre-moi des process, montre-moi comment tu fonctionnes, montre-moi ce que je dois faire, réponds à mes questions. Et très rapidement, si c'est un truc que je connais pas, je vais avoir besoin de démarrer par là. Et très rapidement, je vais avoir envie d'innover, d'essayer, de tester et d'amener mon imaginaire, mon jeu, mon terrain de jeu dessus. Et du coup, dis-moi qu'est-ce qu'on veut et laisse-moi explorer et jouer et donne-moi un terrain de jeu. Et si je veux attirer directement un player, bah du coup, le A player, il n'a pas besoin qu'on lui montre un process, il sait déjà ce qui se fait dans le milieu, il sait déjà comment ça marche.
Et me donne pas ton cadre, dis-moi ce que tu veux et je t'apporte un cadre qui te permet d'avoir ce que tu veux. Donne-moi tes contraintes, donne-moi ton terrain de jeu, donne-moi ton cahier des charges. Et après, on se Et débrouille si, dedans. et si je sais pas, je vais aller me former, t'inquiète pas. Ouais, Puisque, ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Un player, il va aller, si je sais pas, je vais trouver, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu as besoin, donne-moi le cahier des charges, dis-moi avec quoi je joue et je vais trouver des options, je vais trouver des solutions. ouais, et c'est trop drôle parce que en vrai, on bosse avec une boîte qui, il y a quelques mois, avait des difficultés avec ses employés. Donc, c'était vraiment des salariés, pour le coup. Et, euh, et en fait, lors d'une conversation avec ses employés, on a vu en fait qu'il y avait un manque de compétences sur certains domaines. Et du coup, on leur a proposé, OK, bah, l'entreprise va te payer une formation. Et du coup, est-ce que ça te dit de te former sur ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vois? Et en fait, la personne nous répond, ouais, ouais, clairement, mais du coup, aujourd'hui, je suis à mi-temps. Je travaille 2 heures par jour. Et, euh, et du coup, bah, je vais passer 2 mois à me former, à suivre la formation, si j'ai une formation. Mais bien évidemment, ça sera sur mes heures de travail. Donc, pendant 2 mois, je vais plus rien faire pour l'entreprise. Je vais juste me former, tu vois. Et en fait, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est intéressant. Pour moi, dans ma vision des choses, c'est un red flag puisque la personne n'a pas naturellement envie de se former à ce sujet. Et avoir naturellement envie de... Enfin, je peux comprendre en tant que salarié de voilà, de pas vouloir travailler plus et ne pas être payé pour ça. Je peux comprendre. Et à la fois, le red flag, il est dans le... je- J'ai pas envie de me former à ce sujet en dehors du travail, tu vois. Genre, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas passionné. Et pour moi, un player, il a envie naturellement de se former lors de son temps libre, tu vois. Genre, il regarde des vidéos sur ça, il est passionné. Genre, quand il va faire les magasins, genre, il va penser à ce sujet. C'est quelqu'un de passionné. Genre, pour moi, c'est une condition nécessaire Ouais, en fait, c'est, pour repérer des players. ça veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas être salariés, mais ça montre que ce sont des B ou C players et pas des A players, quoi, comme tu dis. Parce que si tu es un A player, et que si c'est un sujet qui t'intéresse, normalement, tu es déjà formé et compétent dessus. Et si t'es pas formé et compétent, mais que c'est un sujet qui t'intéresse, t'as qu'une envie, c'est qu'on te donne une opportunité de te former dessus, même gratuitement, parce que tu sais que derrière, en échange, une fois que tu es formé, tu vas pouvoir passer ta vie à être payé pour faire ce nouveau job-là. Si c'est ce qui te plaît le plus, t'as qu'une envie, c'est de le faire. Donc, c'est la preuve de je suis pas un player sur ce sujet. Et ce qui est OK, hein, comme tu disais, on est tous A player sur des sujets, B player sur d'autres sujets, et C player ou D player sur certains sujets. Clairement. Si, parce que dans C player, tu disais c'est presse-bouton, et pour moi, un D player, c'est carrément quelqu'un, je lui demande un truc, il le fait même pas. En fait, il me dit oui, oui, il va même pas le faire. Je peux même pas compter dessus, quoi. Et, et comprendre que c'est pas, il n'y a pas des gens qui sont des A players par naissance et des gens qui sont des C players par naissance, mais il y a des sujets dans lesquels nous, avec Xerus, on est des A players, on se forme tout le temps, on est accro à ces sujets-là, on se renseigne, on se forme. Si on nous pose une question dessus, on n'a qu'une envie, c'est d'expérimenter, tester des trucs et on est trop fort dessus. Il y a des sujets où on va être des B players, c'est-à-dire qu'on est compétent dessus, mais ça nous passionne plus ou ça nous passionne pas. C'est-à-dire que si tu viens nous chercher, tu nous poses des questions, on va être excellent dessus, mais c'est pas là où naturellement on va explorer, on va pousser le truc et on va chercher à faire toujours mieux. Il y a des sujets sur lesquels on est C player, tu nous dis quoi faire, on peut être des presse-boutons sur des trucs simples. Et il y a des sujets où on ne veut pas en entendre parler, quoi. Si vraiment on t'aime bien, on va dire oui, oui, et on le fera pas. Et sinon, on te dira juste non, parce que ça nous intéresse pas, quoi. Ouais. Et clairement, en fait, en fait, la manière de manager crée en fait, ok, il y a l'intérêt, mais il y a aussi la manière de manager qui va créer le terreau pour dévoiler un player ou pas. Parce que si on prend Alexandre, ton exemple, toi aujourd'hui, tu travailles avec d'autres boîtes, avec d'autres partenaires, tu vois, il y a pas que moi. Mais avec moi, dans la manière dont je te manage, dans la relation qu'on crée et tout, genre sur un pied d'égalité, c'est comme si la boîte c'était la nôtre, on fait les projets ensemble. Et je pense que ça participe au fait que tu es peut-être plus motivé et du coup, tu te comportes comme un player, comme si aussi c'était ta boîte, et ce qui est trop bien en fait. Euh, alors que d'autres qui vont te manager comme un C-player, bah tu vas être un C-player pour eux, tu vois. Ouais. Ouais, c'est une particularité qui est importante là que tu viens de noter, c'est qu'en fait, il y a double chose, comme tu dis. Il y a la personne en elle-même, le sujet, la compétence chez cette personne, puisqu'on a dit que c'était pas la personne le problème, mais la compétence, la tâche demandée envers une personne,
qui va faire en sorte déjà que la personne soit un player, B player ou C player. C'est-à-dire qu'il y a des tâches sur lesquelles les personnes ne seront jamais des A players. Et à l'inverse, il y a des tâches où ils peuvent être des A players. Mais il y a l'environnement aussi, puisque comme tu dis, je peux avoir quelqu'un qui en soi est un A player sur cette tâche, mais si je lui donne pas la condition d'exprimer ça, ce n'est pas un player. Et ça, peut-être que ça peut être dur à comprendre. Donc je vais vous donner un exemple. Euh, est-ce que je donne un exemple? Je vais donner déjà un exemple hors business, parce que j'ai un bon exemple hors business. Moi, je fais des sports de combat depuis que je suis petit. J'ai été champion de France universitaire. Je suis aussi enseignant. Et il y a quelques années en arrière, il y avait un club où je donnais des cours dedans. Et en fait, j'avais envie d'être un player dans ce club-là. J'avais envie d'être un player, j'avais envie en fait de développer le club et d'apporter beaucoup beaucoup de choses, plus de cours, plus de aider les compétiteurs du club, etc. Mais le gérant du club, lui, à ce moment-là en tout cas, et à l'époque, c'est aussi parce que lui, il voyait pas la valeur chez moi, et peut-être que d'ailleurs il avait raison, peut-être que j'avais pas la valeur à ce moment-là, ça c'est pas le débat, mais en tout cas, la réalité c'est qu'il n'a pas voulu me donner cet environnement-là, et que c'était en mode, non, non, tu fais juste ce cours-là de 1 heure dans la semaine, et le reste, ça nous intéresse pas en fait. On vient pas chercher chez toi ce que tu peux apporter de plus. Et donc du coup, j'avais l'envie en tout cas d'être un A-player à cet endroit-là, et en fait, on me donne pas l'opportunité, donc on me transforme en B-player, tout simplement. Et ça, du coup, on peut le voir à plein d'endroits dans le business. Tu veux donner un exemple ou une métaphore dans le business peut-être? Ouais, en fait, c'est un exemple similaire au tien. C'est que, je prends l'exemple de Megan qui, a, qui travaillait en tant que Client Success Manager chez, genre dans une grosse boîte, une grosse startup qui avait la plus grosse croissance en Europe, qui a eu la plus grosse croissance en Europe au moment où elle bossait, donc en hyper croissance. C'était une A-player. Mais par contre, elle bossait genre 8 heures, 19 heures tous les jours. Et ensuite, elle a quitté ce job pour se lancer en freelance, en tant qu'indépendante. Et elle a, elle a eu ce job en parallèle, le temps de faire la transition. Mais en fait, ce premier job de freelance, ce qui s'est passé, c'est que elle a été traitée comme une C-player. Et elle n'a pas eu l'environnement pour exprimer genre, tout ce qu'elle avait appris dans cette boîte en hyper croissance et toutes ses autres expériences. Et puis, et ses talents uniques, sa capacité d'analyse et tout ça. En vrai, elle n'avait pas le terreau, puisque la boîte dans laquelle elle travaillait en freelance était trop petite et elle pouvait pas s'exprimer en fait. Donc forcément, genre, elle a été traitée en B ou C player et la collaboration s'est arrêtée, puisque pas le terreau, pas l'environnement. Et ça, en fait, euh, ouais, Et du coup, ça me je donne envie rajouterai un truc de. tout à l'heure. Ok, bah du coup, ça me donne envie de rebondir sur un truc, c'est si c'est vous qui vendez une presta, si c'est vous qui vendez une presta, clarifiez bien si vous voulez être un A-player ou un B-player sur cette presta. Et il y a pas de, c'est pas négatif, hein. Nous, ça nous arrive ça nous est arrivé là il y a pas longtemps avec Xerus des clients, enfin des clients, des potentiels clients, des prospects qui voulaient travailler avec nous, qui nous ont demandé une presta. Et clairement, ils avaient besoin d'une presta de A-player. Et nous, on leur a dit honnêtement, on peut pas être A-player chez vous à cet endroit-là parce que on n'a pas envie de mettre autant de temps et d'énergie pour l'instant sur ce genre de choses-là. Donc, sur ce genre de service, on peut être des B-players pour vous. Et voici comment on travaillerait. Voici la valeur que ça vous apporterait. Voici dans quel cas ça peut être intéressant. Mais si vraiment ce que vous voulez à cet endroit, c'est un player, là aujourd'hui, on va pas le faire parce que vous allez être déçus. Et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, clarifiez ça. Faites-le dans l'autre sens aussi. Donc là, si on reprend l'exemple de Megan, euh, si demain on refait une presta et que je veux être un player, je clarifie. Et moi, si je travaille, c'est de cette façon, dans cet environnement. Et si vous ne me prenez pas dans ces conditions-là, je viens pas parce que sinon je peux pas exprimer mon génie et ça m'intéresse pas. Et ensuite, quand vous êtes dans la phase de je délègue, et donc c'est moi qui recrute et qui délègue, c'est important que je me pose la question, est-ce qu'à cet endroit-là, je veux un A-player? Et dans ce cas-là, je lui donne les conditions d'un A-player. Les conditions, c'est la liberté, l'environnement, la direction, que ça soit clair, la rémunération aussi, hein, parce que très souvent, on veut des A-players, mais on veut les payer comme des B ou des C-players. Et donc ça, c'est aussi un problème, c'est qu'à un moment donné, si je veux quelqu'un qui a le rôle d'un player et qui me décharge complètement ma responsabilité, elle doit prendre aussi le salaire qui va avec la responsabilité qu'elle prend. Ou alors, à cet endroit-là, je veux vraiment un B ou un C player et je prends quelqu'un que je paye pas cher, ou en tout cas moins cher qu'un A player, mais à qui je vais pas pouvoir demander plus que ce que j'ai demandé et c'est à moi de contrôler derrière. Hmm. Alors, je vais mettre l'accent t'as dit deux choses importantes sur lesquelles je veux rebondir. Euh, le premier, c'est l'argent. Vraiment, ne vous attendez pas à avoir des players si vous voulez les payer.
2 000 € par mois, par exemple. Genre, c'est juste pas possible parce que les players sont demandés, sont déjà en mission en général et n'ont pas besoin de vous. À partir du moment où ils sont pas dans le besoin, ils vont travailler par envie et par inspiration. Et une des conditions de ce qui peut donner envie, c'est la rémunération. On a déjà parlé de l'environnement, mais il y a aussi l'argent. Et donc, selon votre budget, en fait, ne vous attendez pas à ce qu'une personne fasse le job d'un player si elle est rémunérée comme un player. C'est clair. Après, il peut y avoir des gens qui ont des choses à se prouver et vous pouvez avoir de la chance de tomber sur quelqu'un que vous rémunérez comme un player et qui se comporte comme un player. Et tant mieux, mais va falloir l'augmenter rapidement. Ouais, c'est qu'une question de temps avant qu'il se rende compte de la valeur qu'il apporte et qu'il ait des opportunités ailleurs. Ouais. Euh, je voulais rebondir sur aussi la facilité quand tu es dans le bon environnement. Peut-être on fera un autre podcast sur ça, mais la facilité à apporter de la valeur. Sur, quand tu es dans le bon environnement, genre ta valeur est perçue alors que tu es juste toi-même, tu vois. Mais on fera un autre podcast sur toi, parce que Ouais, ça relève de l'environnement. Dernière chose que je voulais partager sur ce sujet, c'est comment on crée un bon environnement et comment on crée un environnement qui incite les gens à faire ce qu'on veut. Ce que je vous invite à faire, on fera aussi peut-être un podcast sur ce sujet, mais c'est de vous renseigner autour du concept de nudge. Nudge, c'est un concept de Richard Thaler, euh, en fait, qui explique qu'on peut structurer, on peut créer un environnement qui va influencer les gens à faire ce qu'on veut qu'ils fassent, mais non pas par la force, non pas par le micromanagement, mais juste l'environnement est créé pour qu'ils fassent ce qu'on veut sans qu'ils aient l'impression qu'il y ait des contraintes. ouais, je comprends. Et ça, en fait, c'est un concept super important puisque je pense que c'est ce qui va créer dans votre boîte de la performance, c'est ce qui va créer la culture de votre entreprise euh, et c'est ce qui va faire que les gens vont rester. Donc, on fera un podcast sur ça, mais en tout cas, si vous voulez vous renseigner en attendant sur ce sujet, allez regarder le concept de nudge. Ouais, je vous assure, on fera un podcast sur ça parce que du coup, moi, c'est pas, du coup, je connaissais pas ce concept. En tout cas, peut-être que quand tu développeras le concept, il y a sûrement des choses que je connais, mais en tout cas, sous ce nom-là, je ne connaissais pas du tout. Du coup, ça m'intéresse, ça crée ma curiosité. Donc, on fera un podcast sur le sujet, c'est clair. Ok, trop bien. On clôture ce sujet, c'est bon? Ouais, on est good. Allez, parfait. Merci du coup pour votre écoute sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Je le rappelle parce que c'est vraiment important, mais si ça vous a plu, mettez-nous un like si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un 5 étoiles si vous êtes sur peu importe le podcast que vous écoutez. C'est hyper important pour nous parce que ça nous permet de voir quels sont les sujets qui vous plaisent le plus. Et l'idéal pour ça, c'est aussi, bah, si vous êtes sur YouTube, mettez un petit commentaire, dites-nous qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sujet-là et à quel sujet vous aimeriez qu'on partage parce qu'on a plein de sujets à vous partager mais on peut commencer par les sujets qui vous plaisent le plus. L'idée, c'est qu'on co-crée ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous partager vos retours dessus. On se retrouve dans un prochain podcast. Merci Xerus. Merci, ciao.